5 sur 7 matin se poursuit, mesdames et messieurs. Je vous l'avais annoncé à l'entame de cette émission, la direction générale des impôts avec cette réforme. Il s'agit donc de la réforme ayant trait à la facturation normalisée. Eh bien, nous avons décidé, puisque le délai pour permettre à ces entreprises justement d'acquérir ces différentes machines arrive donc à grands pas. Avec le directeur général adjoint des impôts, nous allons pouvoir en discuter. On l'installe tout de suite. Monsieur le directeur général adjoint des impôts, bonjour. Bonjour, Monsieur Ricardo. Merci d'accepter notre invitation. Alors, je l'annonçais à l'instant, depuis le 2 décembre 2019, je crois bien, vous avez lancé la phase de généralisation de la réforme sur les factures normalisées. C'est bien cela avec, Oui, c'est bien cela. Alors, en quoi consiste concrètement cette réforme? Merci, Monsieur Ricardo. D'abord, je voudrais dire bonjour aux téléspectateurs de l'ORTB. Et les factures normalisées. Oui. Cette réforme consiste fondamentalement à mettre en œuvre dans notre pays, au niveau des acteurs économiques, les factures normalisées. L'objectif principal de cette réforme, ce n'est pas les machines, il faut l'affirmer, mais c'est plutôt les factures normalisées. Et cela vise à permettre aux entreprises de mettre les factures qui vont leur faciliter la vie et qui vont leur permettre la tenue d'une comptabilité claire et sans opposition. Je voudrais affirmer que cette réforme a pour objectif aussi bien de favoriser la vie aux entreprises, aux citoyens et de permettre également à l'État d'améliorer ses recettes. En ce qui concerne les entreprises, je disais tantôt, elles auront une comptabilité claire, la concurrence au niveau économique sera désormais saine. Ensuite, on pourra noter une authenticité et une intégrité de toutes les opérations d'achat et de biens. Et au niveau des entreprises, avec la mise en œuvre de cette réforme, on va constater une réduction, une baisse de la présence des inspecteurs des impôts au sein des entreprises dans le cadre des contrôles fiscaux. Et enfin, avec la mise en place de cette réforme, il est évident qu'à terme, on pourra parvenir à une réduction des taux d'imposition. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, il faut préciser que la direction générale des impôts a adopté une stratégie progressive. Okay. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même au regard de la loi de finances portant gestion 2020, il est bien précisé que c'est toutes les entreprises qui doivent se doter de ces machines pour émettre les factures normalisées. Mais pour être plus proche de la réalité, pour faciliter la vie à nos partenaires que sont les entreprises, la direction a adopté une stratégie progressive qui consiste à viser d'abord les moyennes et les grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions et qui sont des assujettis redevables à la TVA. Donc ça veut dire que toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette réforme? Toutes les entreprises ne sont pas concernées dans cette réforme pour le moment. Les entreprises qui sont à la TPS, qui sont au forfait, ne sont pas concernées par les factures normalisées pour le moment. Et c'est ça qui justifie le communiqué numéro 124 du 21 février 2020 du directeur général des impôts du vendredi passé, et qui a bien précisé et délimité le champ d'application pour le moment de la mise en œuvre de cette réforme-là. Alors, monsieur le directeur général adjoint des impôts, quels sont les avantages en réalité qu'offre cette réforme? Vous avez commencé par parler des avantages pour les entreprises, mais quels sont les avantages pour les contribuables et pour l'État? Les avantages, je parlerai d'abord pour les contribuables, c'est-à-dire c'est les entreprises.
Et ensuite, j'en ai déjà parlé, pour l'État. pour les citoyens, d'abord aussi pour les citoyens, nous n'avons pas une certaine culture dans notre pays. Généralement, quand nous faisons des opérations d'achat de biens et de services, nous ne réclamons pas les factures. Et donc, avec la mise en œuvre de cette réforme, nous sommes appelés à réclamer toutes les fois et chaque fois les factures normalisées. Les factures, ce n'est pas seulement pour dans le cadre de cette réforme, mais c'est pour justifier, parce qu'une facture, c'est un élément de preuve des biens ou bien des services dont nous bénéficions. Donc, pour notre propre gouvernement, nous avons intérêt à réclamer les factures normalisées. Maintenant, pour l'État, c'est clair, avec la mise en œuvre de cette réforme, l'administration fiscale parviendra à l'élargissement de l'assiette, ce qui va permettre une amélioration des recettes fiscales au profit du budget général de l'État. Vous étiez en train de citer les différentes entreprises qui sont concernées par la réforme. Il importe d'apporter la précision. Quelles sont ces entreprises-là? Les entreprises qui sont astreintes actuellement dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme à la délivrance des factures normalisées sont les entreprises qui sont les moyennes entreprises et les grandes entreprises. C'est-à-dire les moyennes entreprises, c'est celles qui réalisent au moins un chiffre d'affaires égal à 50 millions de francs CFA. Et les grandes qui réalisent au moins un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs CFA. C'est ces entreprises-là qui sont autorisées. Et même dans cette catégorie d'entreprises, et comme il est prévu par la loi de finances portant gestion 2020, il y en aura qui vont bénéficier de dispenses prévues par les tests, des dispenses qui seront accordées par le directeur général des impôts. Nous prenons le cas des compagnies d'assurance, par exemple. Le cas des banques, par exemple, c'est des entreprises dont les risques ne sont pas aussi élevés par rapport à d'autres. Si vous prenez des entreprises qui réalisent des affaires principalement avec l'État, quand on prend ces catégories d'entreprises, l'État, l'administration fiscale est sûre d'appréhender de façon précise le volume de leurs affaires. Donc, c'est des entreprises pour lesquelles l'utilisation des machines électroniques à l'étape actuelle, la version actuelle n'est pas indispensable. Il faut préciser, il convient de préciser également que la Direction générale des impôts est en train de réfléchir pour mettre à terme à la disposition de ces catégories d'entreprises des systèmes dématérialisés pouvant leur permettre d'avoir des informations sur les facturations sans ces machines dont nous mettons actuellement sur le marché commercial. Alors, un exemple concret, un artisan par exemple, ou une personne qui exerce une profession libérale, ou un consultant qui fait un travail, qui fait une prestation, est-ce qu'il est soumis également à cette mesure-là? Je voudrais profiter de votre question pour rassurer nos chers compatriotes. Évidemment, c'est des questions qui ont été posées tout le temps au cours des différentes sessions de formation que la DGI a organisées. Je voudrais rassurer pour leur dire qu'un artisan, un consultant individuel, un particulier qui fait des prestations n'est pas tenu, n'est pas astreint à la délivrance des factures normalisées. Et donc, c'est une précision très importante qu'il faut donner et le communiqué du directeur général des impôts l'a bien précisé. Et donc, c'est pour permettre à cette catégorie, à cette frange d'acteurs économiques qui représentent la frange la plus importante, qui fournissent des prestations au profit des grandes et moyennes entreprises, que la direction générale a voulu aller progressivement dans sa stratégie de mise en œuvre de cette réforme-là. Donc, ils ne sont pas concernés par les factures normalisées. C'est désormais clair. C'est bien précis. Maintenant, est-ce qu'on est forcément obligé d'acheter cette machine-là pour la facture normalisée? Pour émettre les factures normalisées, et c'est au travers de ces machines. Mais il convient de préciser qu'en dehors de ces machines, il y a plusieurs logiciels, systèmes de facturation électronique sur le marché. Qu'est-ce qu'on en fait alors? Et ces systèmes peuvent être utilisés, mais à condition que les éditeurs soumettent ceux-ci à
à l'autodéclaration, c'est-à-dire c'est une procédure qui permet à la Direction générale des impôts de certifier que ces systèmes de facturation électronique remplissent les conditions, les spécifications techniques pouvant leur permettre de communiquer avec nos machines, et là, c'est fini. Et il convient également de préciser que dans ce domaine, la direction n'intervient pas au niveau des éditeurs, c'est leur travail, mais ils doivent les soumettre à l'autodéclaration pour que la direction s'assure que ces logiciels remplissent les spécifications techniques requises pour permettre à la Direction générale des impôts de mieux les contrôler également. C'est cela? Pas nécessairement de mieux les contrôler, mais pour permettre la communication entre les deux systèmes. D'accord. Alors, il y a certains contribuables qui parlent de l'indisponibilité des machines. Quelle est réellement la situation sans un badge? Je vous remercie, Ricardo. L'indisponibilité des machines, le problème ne se pose pas en ces termes. Je voudrais d'abord rappeler que déjà les bruits selon lesquels la Direction générale des impôts a favorisé un seul fournisseur des machines électroniques, ce n'est pas du tout le cas. Je voudrais dire à nos concitoyens que je précise bien, 7 fournisseurs ont été agréés par la DGI et la liste n'est pas limitative. D'autres sont en train de vouloir présenter la demande pour bénéficier de cet agrément. Mais des 7 entreprises qui ont bénéficié de cet agrément, une seule, pour le moment, a pu mettre sur le marché les machines électroniques certifiées que nous voyons. Il y a déjà une deuxième entreprise qui a fini, avec qui nous avons fini la semaine, cette semaine, déjà le lundi passé, la procédure de certification pour répondre aux différentes spécifications exigées au cahier de charges. Et donc, peut-être même avant la fin de cette semaine, il y aura une deuxième entreprise qui sera sur le marché et qui mettra à la disposition. Donc les machines sont disponibles. Les machines sont disponibles et elles seront disponibles pour satisfaire la demande. Mais la loi a prévu le remboursement de l'acquisition de ces machines-là. Comment cela va se faire? Effectivement, les tests sont prévus dans le cadre de l'accompagnement de nos acteurs économiques, le remboursement des frais d'acquisition et des frais d'installation de ces machines-là. Et ça va se faire de façon... les conditions pour bénéficier du remboursement de ces frais seront définies au travers d'un arrêté qui sera pris par le ministre de l'Économie et des Finances. Et pour pouvoir bénéficier, l'une des conditions fondamentales pour pouvoir bénéficier de ce remboursement, c'est d'utiliser effectivement ces machines-là. Et ces frais seront remboursés à concurrence de 25, 25, 50% sur 3 exercices. Sur 3 exercices. Oui. Mais ces frais seront de toutes les façons remboursés. Remboursés. Ces frais seront de toute façon remboursés. Et la direction est en train d'œuvrer pour que ces frais soient quand même des frais, le coût soit abordable. C'est rassurant. Alors, le dernier délai, je l'annonçais dans mon introduction, le dernier délai fixé donc aux entreprises, c'est le 29 février. Nous sommes à quelques jours, nous sommes le 26 février aujourd'hui. Quelles sont les sanctions prévues pour ceux-là qui n'auraient pas pu acheter ces machines-là, où il n'y a pas de sanctions? Il y a effectivement des sanctions. Mais je voudrais d'abord dire, nous venons, à travers le communiqué du directeur général des impôts, réduire le champ d'application, de mise en œuvre de cette réforme. Et donc, désormais, c'est les moyennes et les grandes entreprises qui sont concernées. Et donc, les sanctions, c'est pour ces entreprises-là qui, en principe, sont astreintes à la délivrance de ces factures normalisées. Et ces sanctions, il y a des amendes, et en cas de récidive, ces amendes sont doublées, et même on peut aller à des sanctions administratives et à la fermeture. Ça dépend. Mais notre souci à la direction générale... Il n'y a pas un délai de grâce pour permettre aux entreprises qui n'ont pas encore pu avoir ces machines de les acquérir? Ou vous y tenez au 29 février? Pour le moment, et nous y réfléchissons pour voir les dispositions à prendre, mais le délai du 29 février est la date butoir. Je voudrais dire que, en fait, l'option de la Direction générale des impôts, ce n'est pas de sanctionner, ce n'est pas d'infliger des amendes aux entreprises qui n'auraient pas
respecter cette disposition législative, mais c'est de les sensibiliser, de les amener à comprendre l'intérêt qu'elles ont à adopter cette démarche pour pouvoir être à l'abri de ces déboires-là. Donc, notre souci, ce n'est pas d'infliger les amendes, ce n'est pas de sanctionner. Loin s'en faut, c'est de sensibiliser, de les accompagner pour que tout se passe bien pour l'intérêt de tous. D'accord. Monsieur le directeur général adjoint des impôts, vous avez quelque chose à ajouter? Nous sommes à la fin de cet entretien. Merci, monsieur Ricardo. Je voudrais, à travers cette tribune, une fois encore, rassurer nos acteurs économiques, des petites entreprises, les petits artisans, les petits commerçants, que cette réforme, pour le moment, en ce qui concerne les factures normalisées, ne les concerne pas. Je voudrais également profiter pour rassurer les grandes entreprises, toutes les grandes entreprises et les moyennes, que celles qui sont dans des secteurs spécifiques, celles qui effectuent des opérations spécifiques, qu'actuellement la direction générale des impôts est à pied d'œuvre pour étudier les cas et sous peu, peut-être aujourd'hui ou bien demain, la direction générale des impôts va sortir une autre circulaire qui va les éclairer davantage pour leur permettre de continuer d'exploiter normalement leur fonds de commerce. Monsieur le directeur général adjoint des impôts, merci. C'est moi qui vous remercie. Vous passez une excellente journée.